des menaces de mort, où on me décrivait comment on allait me tuer. Enfin, c'était quand même très 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 violent. Donc les deepfakes en font partie. Ça a l'air tellement vrai qu'on a l'impression d'avoir vraiment été prise en photo nue. Cette semaine, sur le podcast Impact Story, je reçois Salomé Saké, auteur et journaliste engagé en charge du service économique du média indépendant Blast. Passionnée par le journalisme depuis qu'elle est toute petite, elle devient en quelques années un visage incontournable de l'information en France. Que peuvent faire les militants? C'est avoir espoir en l'avenir. Ce ne sera pas rattrapable. Elle dénonce sans relâche la désinformation et nous alerte sur la crise climatique. J'avais déjà quand même une certaine capacité à m'indigner de beaucoup de choses très très jeune. Il y avait des situations qui me paraissaient insupportables, mais les situations insupportables pouvaient être plus de frites à la cantine. Salomé est aussi autrice. Dans son livre Enquête, Sois jeune et tais-toi, elle déconstruit et brise les idées reçues sur les jeunes, souvent taxées à tort d'individualistes, de paresseux ou même d'incultes. Elle vient de publier son nouvel essai Résister, qui alerte sur les dangers de la montée de l'extrême droite et qui rencontre un énorme succès. Beaucoup de jeunes n'ont même pas conscience de à quel point ils sont lésés et à quel point notre génération est désavantagée en fait. Vraiment, mon projet, c'est que le fascisme n'arrive pas au pouvoir dans mon pays. Dans cet épisode, Salomé nous partage son parcours atypique, ses réflexions sur l'avenir des médias, leur rôle et sa vision de la neutralité. Elle nous parle aussi de sa santé mentale et du harcèlement dont elle est victime très régulièrement. Malgré tout ça, elle continue à défendre ses convictions et nous livre dans cette conversation ce qui la motive au quotidien pour se battre. Salomé, trop content de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu vas bien déjà ? Ça va, hein. Et toi ? Super. Ce que je te propose, c'est de répondre à la première question, qui est est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ? C'est très dur comme question. Parce que je pense immédiatement à quelque chose d'assez conventionnel, mais bon, qui est quand même un échec que j'avais pas ultra bien vécu à l'époque. C'était l'échec de la classe préparatoire, parce que je venais d'un petit lycée en Ardèche et j'avais été catapultée dans un lycée de classe préparatoire Hippocagne-Cagne dans une très bonne prépa à Lyon. Et il y avait une différence de niveau vraiment importante et je n'arrivais pas à rattraper ce retard. Enfin, c'était vraiment difficile et pourtant je travaillais et ça ne fonctionnait pas. Et je pense qu'il y avait aussi une violence de classe qui jouait, ou en tout cas je me sentais pas du tout appartenir à ces groupes-là. J'avais un retard de culture générale absolument monumental par rapport aux autres. Et donc j'ai échoué au concours de l'école normale supérieure. Et pendant longtemps, ça a été vraiment le signe que je n'étais pas faite pour les études supérieures. Et à la fin de cette classe préparatoire, je me suis sincèrement dit, d'ailleurs j'avais même engagé des démarches, que j'étais pas faite pour les études supérieures et donc que je devrais aller en Australie. À l'époque, c'était ça qui me travaillait, faire du maraîchage et que voilà, j'étais pas faite pour les études. C'est dire à quel point cet échec m'avait quand même marquée, parce que ça avait entamé très profondément ma confiance en moi. Mais je pense que c'est pas juste le fait d'avoir loupé le concours. C'est vraiment un processus sur 2 ans où en fait c'était un échec permanent. Si je n'arrivais à rien, j'étais dans les dernières de la classe, j'avais l'impression d'être très stupide. Et aujourd'hui, vraiment, une de mes plus grandes victoires, ça a été d'aller donner une conférence à l'école normale supérieure. Très bien. Les gens ne se rendaient pas compte de ce que ça voulait dire pour moi. Parce que je me disais que j'avais d'une certaine manière retrouvé une place, même si bien sûr j'y suis jamais allée, j'ai jamais étudié là-bas. Mais d'avoir quand même réussi à continuer au final, spoiler, mes études supérieures et d'avoir pu accéder au métier que je désirais. Et parce que quand tu étais au lycée, tu étais forte du coup oui. en cours ? J'étais dans les premiers de la classe, j'étais une bonne élève. D'accord. Et le lycée, le collège, l'école primaire, ça m'a toujours paru simple. C'était pas du tout un sujet en fait. Moi, j'étais très intéressée par le théâtre, par d'autres thématiques, par certaines disciplines, par la lecture. Et donc, ça me paraissait simple. J'avais pas spécialement peur de pas y arriver dans les études supérieures. Et la classe préparatoire, je l'ai choisie en sachant même pas que je préparais un concours. Hein. C'est dire le niveau de méconnaissance que j'avais de ces institutions. Je l'ai choisie parce qu'il y avait du théâtre et que ça avait l'air sympa et qu'il y avait des matières que j'aimais bien et que c'était à Lyon qui avait l'air d'être une chouette ville. Vraiment, je sais pas aller plus loin. On t'a poussé un peu parce que la vraiment prépa, pas. c'est pas comme ça. Pas tant que ça. Je me souviens qu'il y avait quand même mon père qui me disait que ce serait bien de faire des études de droit ou Sciences Po. Mais Sciences Po, j'ai même pas tenté le concours parce que ça avait l'air d'être trop compliqué. Et la classe préparatoire, j'avais été prise à l'époque c'était post-bac, hein, j'avais été prise là-dedans, toutes les matières me plaisaient, c'était en plein centre de Lyon, tout avait l'air sympa. Moi je me disais je vais recommencer une nouvelle vie à étudier des choses que j'adore et je m'attendais pas du tout à ce que le niveau soit aussi élevé. Ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand même, c'était cette liste de 80 bouquins ou je ne sais combien qu'on nous avait envoyé en plein été. Moi je m'étais dit personne va lire ces livres avec une liste de 30 bouquins à lire en été ou je sais plus combien c'était, enfin vraiment c'était beaucoup. Et moi, j'en avais lu 2, me disant, mais n'importe quoi. Et évidemment, il y avait des quiz à la rentrée pour vérifier qu'on avait bien lu les livres, dans lesquels je me suis lamentablement plantée. Mais je pense qu'il y a vraiment... Aujourd'hui, je le vois avec une grille de lecture beaucoup plus sociologique et je vois bien qu'il
il y avait peu de personnes comme moi, en fait, tout simplement, dans cette classe préparatoire, et que j'avais pas le niveau, qu'il y avait de la violence symbolique permanente. Quand on est confronté à la culture, au capital culturel des autres, parce que c'était vraiment de ça dont il était question. Et en plus, moi, je travaillais aussi un peu à côté de ces études-là, qui sont quand même des études où il faut déjà bien s'investir pour pouvoir payer mon loyer. J'habitais pas à Lyon, évidemment, j'habitais en banlieue. Donc, il y avait vraiment plein de facteurs qui s'ajoutaient, qui faisaient que je rencontrais des difficultés et que j'ai mis du temps à rattraper ce retard. Alors après, aujourd'hui, est-ce que je l'ai complètement rattrapé? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai accédé à plus de capital culturel. T'as dit qu'il y avait peu de gens comme toi. C'était quoi des gens comme toi? Mais déjà, qui venaient de milieu très rural. Je pense que dans mon cas, c'était vraiment ce qui faisait la différence. Qui venait de milieu très rural. Et puis moi, c'était une époque de ma vie où j'étais boursière dans un des échelons maximum. Donc, j'avais pas non plus beaucoup d'argent. Alors, il y avait des boursiers quand même, je me souviens, en classe préparatoire. Mais je pense que c'était une question de décalage culturel. Moi, c'est plus comme ça, en tout cas, que je l'ai vécu. Pourtant, je tiens à préciser que je viens pas du tout d'un milieu ouvrier. Je viens d'une petite classe moyenne, mais mes deux parents étaient fonctionnaires. C'était pas... Enfin, voilà, j'ai jamais manqué de rien. Je venais pas des classes économiques les plus modestes, ni culturellement d'ailleurs. Mais j'avais quand même ce décalage avec d'autres élèves qui avaient été... formés pour la prépa, en fait, depuis qu'ils étaient petits, qui allaient au musée. Il y en avait quasiment pas en Ardèche, qui allaient au théâtre, qui allaient au cinéma. En Ardèche, on a très peu accès à ce type de choses. Donc, en fait, ça fait déjà une différence. Et puis, des personnes qui avaient des livres partout chez eux, qui lisaient tout le temps. Pourtant, moi, j'avais lu, mais pas à ce point. Et donc, là où j'avais l'impression d'être la meilleure dans mon lycée en Ardèche, ça s'est pas vérifié dans cet autre lycée à Lyon. Et donc, cet échec-là, sur le coup, m'a quand même marqué. Et c'est pour ça que moi, je suis pas trop pour ce type d'enseignement que je trouve quand même violent. Oui, ça nous apprend à travailler, mais ça peut vraiment, je pense, détruire des élèves. D'ailleurs, il y en avait autour de moi qui ont très très mal vécu aussi. Et dans mon cas, j'ai eu de la chance. Vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai été acceptée dans une filière juste après que j'avais un peu tenté au hasard dans l'université de Lyon 2, qui était un cursus bidisciplinaire en sciences politiques en anglais. Mais si j'avais pas eu ça, où j'accédais directement à la 3e année, moi je partais en Australie. Donc j'étais pas... Non, mais donc j'aurais pas fait les études que je voulais faire, j'aurais pas accédé à la profession à laquelle j'aspirais, peut-être. Et ça peut vraiment laisser des traces. Et ça a été vraiment le fait d'accéder après à l'université, de retrouver cette reconnaissance que sont des bonnes notes, parce qu'en fait ça compte, les notes, en tout cas pour beaucoup de gens, qui m'a fait me dire que peut-être je pouvais y arriver dans les études et que j'étais pas complètement stupide. Mais moi, je suis ressortie de la prépa en me disant je suis totalement inapte, totalement stupide, incapable de comprendre la culture et complètement inculte. Mais ce que je trouve encore plus dur, donc toi, tu as fait Hippocagne. C'est ça. Et du coup, c'est beaucoup de littérature. Et moi, je trouve que ce qui est vraiment très, très compliqué dans les études, enfin, quand tu n'as pas forcément le capital culturel, c'est tout ce qui est culture G. Mais et c'était la ça, culture générale, enfin moi j'ai vécu le décalage banlieue Paris et j'avais mes meilleurs potes qui avaient une culture générale mais vraiment exceptionnelle et je me disais je ne sais pas comment les rattraper, c'est impossible. Tu peux pas, t'as pas une liste de tout ce qu'il faut savoir. Enfin il y a des trucs en fait juste on te le dit quand t'es petit, tu fais des musées, tu fais plein de trucs et tu sais pas par où commencer en fait. Mais c'est le fameux capital culturel, c'est pour ça qu'il est si important. Et encore une fois, j'insiste, je venais pas d'une famille où il y avait zéro culture. Déjà, mes parents parlaient parfaitement français. Il y avait des livres chez moi, pas forcément des quantités phénoménales, mais quand même, j'avais déjà cette base. Mais c'est vrai que par rapport aux enfants qui ont eu cet enseignement-là d'énormément de culture dès le plus jeune âge, dans des aspects aussi très différents, parce qu'encore une fois, on parle des livres, mais c'est sorti, d'aller au musée, d'apprendre l'art. Moi, aujourd'hui, par exemple, c'est un domaine où j'y connais toujours rien, quoi. D'avoir cette vision du monde, effectivement, ça pose des bases qui sont très solides. Et moi, j'avais l'impression effectivement, même en travaillant au maximum, de ne pas pouvoir rattraper ce retard-là. Et je ne sais pas si je l'ai totalement rattrapé aujourd'hui, mais je me sens quand même, en tout cas, beaucoup mieux. Puis il y a une question aussi de ce qu'on appellerait l'habitus, ou de codes sociaux de base, de la manière de s'exprimer, de se tenir, de se sentir dans un tel groupe social où je ne me sentais pas à ma place. En fait, c'est difficile à dire. Et c'est difficile à décrire. Et je pense que dans mon cas, ce que j'ai identifié comme étant un des facteurs de ça, je pense que c'était vraiment cette zone rurale très enclavée, parce que l'Ardèche, c'est le seul département de France où il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'autoroute, où à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup moins de culture. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années et je trouve que c'est une super chose. Je veux surtout pas dire aux gens d'aller pas en Ardèche parce que je trouve que c'est un département extraordinaire.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était long, à l'adolescence. Il n'y avait pas toute cette... il n'y avait pas autant de culture qu'aujourd'hui. Donc je pense que j'ai ressenti ce décalage-là. Et du coup, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ? Quand j'étais petite, j'ai rapidement voulu faire journaliste. C'était quand même vraiment un métier qui me passionnait. Sinon, j'avais avocate. On se souviendra que j'ai parfois crié objection en pleine classe. Donc vraiment, je me prenais au jeu. Non, il y avait vraiment avocate, journaliste. Je pense que... Ah oui, si, actrice aussi. Enfin, pas actrice, comédienne de théâtre, pas de cinéma, justement. Okay. Parce que j'adorais le théâtre. Mais alors, pareil, comme je pouvais pas beaucoup aller au théâtre, je regardais des vidéos de reproduction de pièces de théâtre qui se jouaient à Paris. Et c'est les trois... qui sont quand même 3 métiers d'éloquence. Enfin, 3 métiers où, en tout cas, on porte une parole d'une manière ou d'une autre. Donc c'est le point commun que je vois. Mais journalisme, ça a toujours été un peu devant dans mon imaginaire quand même, notamment tout simplement à cause des productions hollywoodiennes là-dessus. C'est parce que... Ah ouais, lesquelles ? On a une espèce de vision complètement fantasmée du journalisme. Moi, c'est le basculement, ça a été le film Blood Diamond, que j'ai vu avec ma copine Naïma, si elle nous regarde ou elle nous écoute, elle sait très bien de quoi je parle. C'était cette Jennifer Connelly avec ses habits kaki en Sierra Leone, en train d'aller filmer prendre des photos et faire un reportage pour le National Geographic des enfants soldats, d'un drame absolu et d'une injustice absolue, et qui le dénonce avec tout ce que ça a de white saviorism, de tout ce qu'on veut à l'époque, évidemment, que je ne voyais pas. Mais il y a cette idée d'action, de curiosité, de porter la parole d'autrui, d'aventure. Donc moi, je me représentais ça du journalisme et je trouvais ça extraordinaire. Donc j'étais déjà quand même très, très engagée là-dedans. Pourtant, j'ai personne dans ma famille qui a fait quoi que ce soit en rapport avec les médias, mais j'étais passionnée par ça. Au point de regarder vers la 3e, je pense, je regardais les documentaires qui avaient gagné le prix Albert Londres et j'essayais de comprendre comment ils avaient eu les prix. Donc ça me passionnait. T'as dit que t'étais très engagée et ça vient d'où pour toi, tu penses, cette volonté, cet engagement ? C'est une question qu'on me pose beaucoup et je trouve que c'est super dur. J'ai pas eu un jour où je me suis dit je suis engagée. C'est difficile à dire. Je pense que j'avais déjà... Faudrait demander à mes proches, en fait. Moi, j'avais déjà quand même une certaine capacité à m'indigner de beaucoup de choses très très jeunes, pour ne pas dire à 6-7 ans, dans la sphère familiale, trouver que telle ou telle chose ne devrait pas être comme ça. J'avais quand même ce qu'on appellerait une grande gueule, je sais pas comment on peut dire ça. Donc j'étais quand même bien concernée par ce qui se passait autour de moi et j'avais tendance à pouvoir prendre la parole pour le dénoncer quand ça ne me convenait pas. Tu penses que c'est une question d'empathie ou c'est une question de... C'est dur à dire. En fait, il y avait des situations qui me paraissaient insupportables, mais les situations insupportables pouvaient être plus de frites à la cantine. Ça pouvait... J'avais pas l'engagement, je vis encore pour tout. C'est juste qu'après, ça s'est développé, ça s'est politisé. Je pense que la base de mon engagement, c'est le féminisme. Très clairement, était extrêmement jeune quand même. Vers 11-12 ans, déjà, j'avais une connaissance minimale, en tout cas, il existait des injustices. Je les politisais pas en France, mais je pensais aux femmes. C'était vraiment en Iran. J'avais vu le dessin animé Persépolis. Okay. Moi, ça a été vraiment ça où je me suis dit, mais il y a une petite fille comme moi qui peut pas faire ce qu'elle veut. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et après, j'avais commencé à m'intéresser à ces sujets-là et à voir ce qui se passait pour les femmes au Moyen-Orient. C'était parti de là. Et après, évidemment, je m'étais rendu compte que les oppressions des femmes étaient beaucoup plus larges. Et donc ça, c'était quelque chose qui a provoqué un engagement très, très fort, très tôt, au point que je l'assumais, je le revendiquais, j'en parlais autour de moi, je parlais de féminisme quand même assez tôt. On m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que je m'en rappelais même plus. J'avais même écrit des slogans féministes sur ma porte, j'avais récupéré des affiches féministes, des affiches droits des femmes d'Amnesty International. Donc voilà, tout ça à l'adolescence m'avait quand même bien travaillé. Et après, ça s'est élargi en droits humains. Et je dirais que toute mon adolescence, c'était pas un engagement politique national. Non, c'était vraiment les droits humains de manière générale devraient être respectés. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim ? Enfin, des trucs très basiques, mais qui étaient la porte d'entrée. Et Amnesty International, ça a été important parce qu'il y a quelqu'un qui est venu faire une intervention dans mon collège quand je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué de me dire « Ah, il y a ça qui existe, on peut se battre pour les droits humains ». Ça a été un peu la porte d'entrée. Et après, toutes les études... sur l'économie, les inégalités sociales et plus tard l'écologie, qui ont fait que j'ai... En fait, ça dépend de ce qu'on appelle engagement. Moi, je me considère pas comme plus engagée que beaucoup de gens. C'est qu'on me qualifie souvent de journaliste engagée. Alors moi, je me considère pas comme étant
très engagé, mais à côté de toi, j'ai l'impression que toi, t'es très, très engagé, tu vois. Moi, je n'ai pas la sensation de le faire. D'ailleurs, je ne le revendique pas. Je dis engagé au sens où c'est des sujets qui m'intéressaient, c'est des sujets dont j'avais envie de parler très tôt, où j'avais envie d'intervenir d'une certaine manière. Mais j'étais pas dans des partis, j'ai peu été dans des associations, j'ai jamais milité vraiment très activement, j'étais pas dans un engagement militant ou partisan, pas du tout. Par contre, c'est des choses si c'est le fait que ça me prenne aux tripes et que ça me tienne à cœur, les sujets que, en l'occurrence, je couvre aujourd'hui en tant que journaliste, oui, dans ces cas-là, complètement. Mais est-ce que c'est pas un peu la condition de base pour traiter des sujets, d'avoir cette empathie quand même qui me semble être de base. Et ensuite, je pense qu'il y a des prises de position aujourd'hui qui vous valent d'être qualifié d'engagé beaucoup plus que d'autres. Et moi, je trouve que la neutralité est un engagement. Que dire aujourd'hui qu'on est neutre face à la crise écologique, face au racisme, face au sexisme, c'est un engagement en faveur de l'intolérance, parce qu'on accepte que ça ait lieu. On participe d'une certaine manière, en le regardant sans agir, à ce que ça prenne place. Et c'est une forme de prise de position. C'est pour ça que moi, je combats complètement cette idée de la neutralité qui, dans mon métier, en plus, est ultra présente. C'est une vraie injonction. Parce qu'il n'y a pas de neutralité. On est neutre par rapport à quoi ? On est neutre entre quoi et quoi ? Et c'est l'éternel exemple. On n'est pas neutre entre les nazis et les juifs, en fait. On n'est pas neutre face à ça. Sinon, on laisse faire. Donc, en fait, on est, pour moi, toujours dans une forme de prise de position. La seule différence avec mon travail, peut-être, c'est que je ne prends pas les positions les plus communes, pourrions-nous dire, dans l'espace médiatique. Mais j'ai pas l'impression, encore une fois, d'être plus engagée qu'une journaliste de BFM. Mais je pense qu'il y a quand même une différence entre relayer de l'information. En fait, forcément, on dit que la neutralité, c'est compliqué dans le journalisme parce que déjà, le choix des sujets est une forme d'engagement. Enfin, je sais pas si c'est de l'engagement, mais c'est un choix. En tout cas, c'est une forme de subjectivité. C'est une forme de subjectivité. Claire. Mais après, il y a le fait de plus parler de certains sujets que d'autres qui font que tu es considéré comme engagé. Mais tu vois, est-ce qu'un média comme Hugo Décrypte, c'est engagé ? Pour moi, complètement. Parce que je pense la force qu'il a, en tout cas, c'est qu'il est perçu comme étant neutre. Mais ça, c'est la grande force effectivement d'Hugo Décrypte et de plein d'autres médias. C'est de donner cette sensation d'être neutre. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'Hugo Décrypte lui-même ne se revendique pas neutre. Ouais. Et il a déjà fait des stories que je trouvais très justes, où il disait, non, en fait, tout ce que je fais, c'est un choix. C'est un choix éditorial. Donc, en l'occurrence, comme il a des équipes, comme il a quand même une grosse force de frappe, il peut toucher un public large et surtout couvrir des sujets très différents. Ce qui peut donner l'impression qu'il est généraliste, mais en fait, il prend des partis en permanence. Mais encore une fois, pas plus lui qu'un autre. C'est juste qu'on est dans cette différence-là. Après, pour moi, on passe un cap quand, par exemple, on appelle vraiment à voter. Ce que ne font pas la plupart des journalistes. Quand on dit vraiment la bonne... En fait, moi, mon métier, c'est de dire, voilà les problèmes, voilà ce qui a causé ces problèmes, et voilà les potentielles solutions qui me semblent être dans le domaine du réalisable, du rationnel. C'est-à-dire que je ne vais pas donner la parole à quelqu'un aujourd'hui qui me dit pour le réchauffement climatique, il n'y a qu'à mettre des t-shirts en été, c'est une solution. Voilà, je ne pense pas que c'est une solution réalisable ou rationnelle, donc je ne vais pas la mettre en lumière. Parce que j'essaie de me rapprocher en permanence de ce qui est le plus de la vérité, en fait, de ce qui semble être le plus crédible. Encore une fois, moi, je le fais en fonction de mes paramètres, qui sont, en l'occurrence, dans mon cas, de prendre la science pour référence. Donc, c'est déjà d'adhérer à ce référentiel de valeurs, de faire confiance aux universitaires. On choisit des sources, en fait, en permanence. Donc, c'est pour ça que moi, je dis beaucoup quelles sont mes sources. Mais c'est déjà... ce sont des choix, c'est pas un engagement en soi pour moi. Par contre, si je dis ça c'est la bonne solution, il n'y en a pas d'autre. Là pour moi, je serais plus exactement une journaliste. Et on a évoqué les élections qui ont eu lieu en juin dernier. Là, moi j'ai pris position pour une fois, et c'était pour le coup un engagement pour la démocratie, qui était de dire moi je combats l'extrême droite. D'ailleurs, je n'ai même pas fait un post en disant j'appelle à voter contre, mais c'était plutôt clair pour le coup dans ce que je disais, parce que je pense que là vraiment on est tous en danger. Mais par exemple, je n'ai pas du tout appelé à voter pour un parti. Je pense que personne ne peut dire pour qui je vote. Je ne suis pas positionnée clairement sur plein de sujets, par exemple d'écologie que je traite. Je ne dis pas ça c'est la bonne solution. Je dis voilà ce que disent les experts. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est quand ça arrive, j'essaie vraiment de l'exposer.
Mais je ne vais pas donner la parole à tout le monde et les mettre sur un pied d'égalité. Et c'est en ça que c'est des choix. Mais encore une fois, tant qu'on n'est pas, pour moi, je ne partage pas de pétition, je ne milite pas dans des associations ou des organisations, je n'appartiens à aucun parti. J'ai quand même une indépendance là-dedans. C'est pour ça que moi, je me considère vraiment comme journaliste et pas comme militante, par exemple. Mais comment on fait pour... tu vois, moi, quand j'étais au lycée, je ne comprenais pas pourquoi des gens qui votaient à gauche lisaient que de la presse de gauche, que les gens qui votaient à droite lisaient que de la presse considérée comme étant à droite. Je me disais que ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait, tu fais que de conforter dans ton opinion et du coup, tu as du mal à comprendre le point de vue de l'autre et du coup, à un peu élargir ton cercle de réflexion. Du coup, toi, typiquement, tu es dans un média qui a plutôt un positionnement par rapport à l'autre. C'est quoi, toi, la démarche que tu as derrière ? Est-ce que tu penses que c'est possible de toucher le plus grand nombre en ayant cette approche ? Ça, c'est la très, très grande question. Déjà, je pense qu'il faut poser une base. C'est que dans un média, on n'est pas d'accord. On a des désaccords en permanence. Les gens ne le voient pas, parce qu'évidemment, on ne va pas l'exposer publiquement. Ça arrive dans quasiment tous les médias, et j'ai envie de dire que quand ça n'arrive pas, c'est un problème. On a des désaccords parfois très importants, où on a des débats très musclés, notamment à Blast. Je pense que c'est très sain, parce qu'on a déjà les confrontations de nos points de vue en interne. Et après, on a beaucoup ce débat autour de ça, de comment on arrive à toucher le public le plus large, tout en ne compromettant pas nos valeurs, en l'occurrence. Parce que je crois que la question, c'est pas tant celle de l'orientation politique que de celle des valeurs. C'est-à-dire à quelles valeurs on adhère. Et en fait, qu'on le veuille ou non, on porte avec nous un ensemble de valeurs qui sont à Blast des valeurs humanistes, des valeurs antiracistes, des valeurs féministes, au sens d'égalité femmes-hommes, des valeurs vers plus d'écologie, c'est des valeurs, vouloir vivre sur une planète habitable, voilà, ça fait partie des choses où on est tous d'accord. Après, la question, c'est le comment. Il y a des médias qui portent pas ces valeurs-là. Mmh. C'est une question que j'ai pas résolue, mais comment on fait pour atteindre les gens qui ne portent pas ces valeurs-là ? C'est-à-dire qui vraiment pensent que les humains sont pas égaux, devraient pas être égaux, devraient pas tous accéder à la dignité, en tout cas à des conditions de vie dignes. Ces gens-là, honnêtement, je ne sais pas comment leur parler. Par contre, je pense qu'il y a une grande partie de l'électorat qui a ces valeurs et qui pense que la réponse se trouve dans un système très libéral ou qui pense que ce qui va pouvoir améliorer la vie de certaines personnes, ça va être un bouleversement économique donné, ou qui pense qu'on va résoudre la crise climatique avec une croissance verte effrénée et pas en baissant nos émissions de manière considérable. Ces personnes-là, moi, c'est à elles que j'essaie de parler avec du contenu qui est quand même vraiment du contenu universitaire. Moi, ce que je fais très attention, ce à quoi je fais très attention, c'est quand même toujours de montrer qui j'invite, pourquoi je les invite. Les présentations de mes invités sont toujours un peu longues. Je dis toujours, vous avez travaillé là-dessus, vous vous positionnez dans tel endroit pour aussi légitimer cette parole. Et je pense qu'on fait la démarche de l'honnêteté intellectuelle qui fait qu'on arrive quand même à Blast. Alors, ça dépend des sujets, mais à toucher des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça nous arrive quand même régulièrement. Et je pense que ça dépend des émissions, ça dépend des journalistes dans un seul média. Ça nous arrive quand même régulièrement d'avoir des gens qui nous écrivent « Écoutez, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais je dois reconnaître que cette émission était honnête. » Et en fait, c'est ça, pour moi, la clé. Mais peut-être que je changerai d'avis et que dans 10 ans, je dirai quelque chose de tout à fait différent. Mais c'est que je pense qu'assumer ses valeurs, et encore une fois, ce n'est pas son point de vue politique au sens partisan, ce n'est pas de dire « je vote pour telle personne », mais de dire moi, je veux une société où les minorités ne sont pas violentées, où il y a plus d'égalité, où c'est apaisé, où par exemple je crois profondément que les personnes LGBTQIA+, devraient avoir les mêmes droits que tout le monde et devraient être considérées de la même manière. C'est une conviction profonde. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne vais pas, pour faire plaisir aux gens de la presse de droite, qui potentiellement lisent la presse de droite, commencer à revenir là-dessus en fait. Donc moi je pose très clairement ces valeurs-là et après j'explique ce qui me semble être le chemin pour potentiellement y arriver, en tout cas les chemins, en donnant la parole aux différents experts. Mais ce qui est clair, c'est ma position en termes de valeurs. Et je pense que ce qui parfois peut déplaire chez des journalistes, c'est de prétendre qu'on ne défend pas ce type de valeurs. C'est de dire non mais moi je suis neutre, comme si on était en dehors de tout débat de société. Et c'est pas vrai. Et je pense que cette honnêteté, au moins les gens qui nous regardent, ils savent ce qu'ils lisent, ils savent d'où on parle.
Parce que, oui, il y a une presse de gauche, il y a Libération, voilà, il y a des presses qui sont marquées, mais il y a aussi plein de médias qui se disent neutres, en tout cas qui se positionnent comme tels. Et ça peut agacer. Parce que c'est ces médias-là qui donnent une sensation aussi de verticalité, de nous, comme si on était en dehors des débats de société, comme si nos choix n'étaient pas profondément subjectifs. Donc moi, je pense que ce qui prime, en tout cas dans l'exercice de mon métier aujourd'hui, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est de montrer ma démarche. Et aussi, je rajouterai, et vraiment je terminerai là-dessus, c'est de reconnaître quand je fais des erreurs. Et j'en fais régulièrement. Ça peut être des erreurs plus ou moins grosses, ça peut être... des erreurs d'analyse, ça peut être des erreurs tout simplement un chiffre qu'on a mal interprété, un chiffre même qu'on a mal donné, une parole qui a été mal reproduite. Évidemment qu'on fait tout pour pas faire ça, mais quand ça arrive, il faut le dire, il faut s'excuser, il faut publier un démenti, il faut absolument montrer qu'on est dans cette démarche d'honnêteté. Et pour moi, quand on perd la démarche d'honnêteté, c'est là où on perd le public. Et donc moi, je fais le pari de me dire que je peux arriver à toucher un public plus large en montrant ça. Et c'est aussi pour ça que je suis à ce micro aujourd'hui. C'est pour ça que je parle d'ailleurs de mon parcours, qui en soi n'est pas très intéressant, mais c'est de dire voilà d'où je viens, voilà pourquoi j'ai ces convictions, voilà ce que j'essaie de faire, voilà quelles sont mes valeurs, voilà la démocratie, les valeurs humanistes, tout ça. Et c'est juste ça ma motivation, c'est pas autre chose. Et je pense que de clarifier, ça aide aussi à être plus écouté. Et du coup, dans cette démarche de vulgarisation, de communication, tu as écrit un livre, Sois jeune et tais-toi. Pourquoi tu as décidé d'écrire un livre sur cette thématique ? Tu vois, moi, je t'ai connu via Blast et justement via des thématiques féministes et écologiques. Donc en fait, je ne m'attendais pas à te voir là-dessus. Et donc après, j'imagine que tu as plein d'intérêts, c'est normal, mais... Pourquoi, du coup, tu as écrit un livre sur cette thématique ? Parce que c'était une thématique qui m'intéressait et qui, là, de rien, est au croisement de ces deux thématiques aussi, de l'écologie, du féminisme. C'est une thématique de société énorme parce que moi, quand je choisis un sujet, j'ai vraiment deux grands critères. Premièrement, est-ce que c'est un sujet qui m'intéresse ? Si j'essaie en permanence de titiller cette curiosité et d'aller vers des sujets qui ne m'intéresseraient pas à la base et de m'intéresser à d'autres choses, mais parfois, moi, je pense que pour passer 1 an et demi à enquêter sur quelque chose, il faut quand même avoir un intérêt de base, sinon ça va être compliqué. Donc souvent, c'est aussi des sujets qui me touchent, pas au sens qui me concerne nécessairement, mais qui me provoquent une certaine émotion, ou qui en tout cas me donnent envie de m'impliquer là-dedans. Et après, le deuxième grand aspect, et c'est peut-être même celui que j'aurais dû mettre en premier, c'est la notion d'intérêt public. Je ne vais pas écrire un truc qui a été écrit 400 fois, parce qu'en fait, il y a des journalistes qui ont très bien fait le travail avant moi, je ne vais pas le refaire. Là où je m'interroge, c'est est-ce qu'on a besoin de telle enquête ? Est-ce que ce décryptage manque ? Est-ce que cette perspective, est-ce que cette analyse, est-ce que ces données scientifiques ont été suffisamment relayées ? Et là, pour la question de la jeunesse, ça m'a paru évident que j'avais les deux critères qui se remplissaient, c'est-à-dire que c'était un sujet qui me touchait. Parce que j'étais moi-même jeune. Ça y est, je parle au passé. Ça y est, au passé. Non, je suis encore dans les statistiques de l'INSEE, mais alors vraiment pour quelques mois. Là. C'est quoi les stats ? C'est chaud, c'est jusqu'à 29 ans. Enfin, à 30 ans, on bascule. Ah ouais, c'est la bascule. Ok, d'accord. Wow. C'est évidemment des statistiques totalement choisies. J'ai pris l'INSEE, mais ça aurait pu être autre chose. Ouais. Il y en a qui disent que c'est 25 ans. Moi, j'ai pris 29 ans. Il y a des statistiques européennes qui disent 31. On va dire 31. On peut, voilà. Mais donc, j'en sors bientôt. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à vouloir faire cette enquête, j'avais 25 ans. J'étais concernée par tous les sujets en question. La précarité, le désespoir, l'anxiété, tout ce que j'ai pu décrire dans cet ouvrage-là. Et ensuite, il y avait vraiment pour moi un manque énorme. Il y a toujours d'ailleurs, parce qu'évidemment que ce livre ne suffit pas, concernant la jeunesse. On a une méconnaissance des jeunes qui est effarante. Et il y a un mauvais traitement, je parlais d'inégalité sociale, il y a une exclusion vraiment des intérêts des jeunes qui est incroyablement pas couverte en fait par les médias. Et beaucoup de jeunes n'ont même pas conscience de à quel point ils sont lésés et à quel point notre génération est désavantagée en fait, notamment sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique, et pourquoi les valeurs qu'elles portent peuvent parfois être différentes de celles des plus âgés. Il y a 1000 nuances à apporter à tout ça. Moi, j'ai fait très attention dans le livre à dire c'est pas les vieux contre les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on l'a revu encore une fois aux dernières élections en juin, quand il y a un jeune sur deux, jusqu'à 25 ans, qui a voté à gauche dès le premier tour. C'était beaucoup plus que tout le reste de la population. Et il faisait partie. Plus tu vieillis, et plus ça va. C'est ça. Non, mais ça dit quand même quelque chose. Juste après, on avait le Rassemblement national à environ 30%. Donc, quand même, un vote
très radical, mais en fait, c'était moins que la plupart des Français, enfin que les groupes d'âge, les autres groupes d'âge. Donc en fait, la jeunesse, certes, n'était plus aussi perméable au vote d'extrême droite, mais elle n'était pas complètement d'extrême droite, bien loin de là. Et en fait, on a juste vu quelques reportages sur des jeunes qui étaient RN et on a dit les jeunes sont d'extrême droite. Enfin, c'était quand même... Alors qu'il y a eu une mobilisation hors du commun. Quand il y a des influenceurs très importants qui ont pris la parole, on avait beaucoup de médias qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, qui ne comprenaient pas à quel point c'était rare en fait qu'on ait ce type de prise de position. Squeezie notamment. C'est ça. Ouais. Donc en fait, on a besoin d'avoir des personnes qui étudient les questions de jeunesse dans les médias et qui les comprennent et qui les vulgarisent pour que les plus âgés autour de nous puissent comprendre ce qui se passe. Et en fait, moi, c'est vraiment partie du constat de cette incompréhension générationnelle. Où, pas dans toutes les familles, mais dans tellement d'endroits, pas que dans les familles d'ailleurs, dans les institutions, au travail, à l'école, enfin dans les facs, où on peut avoir ces dialogues de sourds quoi, avec des plus âgés qui stigmatisent quand même très largement notre génération pour certains d'entre eux. Je précise, pas tout le monde, mais quand même assez pour qu'en fait ça parle à beaucoup de jeunes quand même ce livre. Donc c'est bien qu'il y avait quand même un souci. Et donc j'avais envie de m'appuyer, vraiment enquêter, donc d'aller voir les chiffres en fait économiquement. Est-ce que c'est vrai que les jeunes ne travaillent plus par exemple ? Est-ce qu'on a des chiffres qui peuvent nous dire ça ? Quelles sont les conditions de travail des plus jeunes ? Quel est leur engagement politique ? Comment est-ce qu'on mesure l'engagement politique ? Et donc là, pareil, dans le livre, j'ai vraiment exprimé et détaillé ma démarche, qui était d'aller voir les données économiques, bien sûr, les données scientifiques pour tout ce qui concerne le climat, parce qu'en fait, il y a une inégalité générationnelle aussi face au climat. Le travail, tous les travaux universitaires de sciences sociales, qui, rappelons-le, sont des sciences. Ce que nous disent les sociologues, c'est un savoir immense. Donc, j'ai essayé de lire le plus de choses possible. Et après, un travail de terrain qui était d'aller voir des jeunes de milieux sociaux très différents, avec des opinions politiques vraiment de bout en bout du spectre, et d'essayer de leur demander directement quel était leur ressenti, quelles étaient leurs préoccupations. Et vraiment, dans tout le livre, j'explique comment je choisis, pourquoi. J'essaie vraiment... Il y a plein de sources. J'essaie vraiment d'expliquer cette démarche qui, on revient au sujet, pourrait être qualifié d'engagé, alors que moi, je voulais juste faire une enquête sur la jeunesse pour servir une valeur qui est que je crois que les jeunes et les plus âgés devraient être aussi bien traités, en fait. Et ont autant de valeur. En fait, je suis pas en train de dire que les jeunes, c'était mieux que le reste de la population. C'est vraiment de dire ils méritent autant d'être écoutés que les plus âgés. Mais et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette enquête ? Est-ce que tu as appris vraiment quelque chose auquel tu t'y attendais vraiment pas ? Qu'est-ce qui t'a surpris Alors, beaucoup de choses. Mais ça, c'est une bonne enquête pour moi. C'est une bonne enquête au sens que j'en ai profité en tant que journaliste, c'est-à-dire que ça ne ressemblait pas à ce que je pensais complètement. C'était quoi le postulat ? Donc j'ai appris des choses. Je dirais que le postulat, c'était quand même qu'il y avait une inégalité générationnelle et que les jeunes étaient un peu maltraités. Et que moi, c'était mon ressenti. En tout cas, ça part d'une intuition, d'un ressenti, d'un cas purement personnel. J'ai 2 petites sœurs aussi, donc il y avait ce côté-là où je voyais bien ce qu'elles vivaient. Et j'avais envie de comprendre un peu si c'était que moi, par exemple, qui pouvais être anxieuse, moi j'avais vraiment ça, qui pouvait avoir cette vision du monde quand même très pessimiste, ou si c'était partagé. Et là, je ne pensais pas que c'était autant partagé, vraiment. Et j'ai été tellement frappée par la détresse d'une partie des jeunes. Je n'imaginais pas que dans mon pays, il y avait autant de jeunes qui étaient en dépression. On est sur 1 jeune sur 5 aujourd'hui, selon les chiffres de Santé publique France. 1 jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. Ça, c'est des chiffres qui sont post-Covid. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la période Covid. On a terminé les confinements, on a tout terminé. Il y a beaucoup de jeunes qui vont très très mal. Il y a ça, tous par rapport à, je sais pas, aux années 80, 90. Alors, c'est pas mesurable, c'est tout le problème. C'est ce que j'ai essayé de faire en permanence. C'est pour ça que les données économiques, c'était intéressant parce qu'elles existaient. Sur, par exemple, typiquement, la psychologie, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne menait pas ce type d'enquête de la même manière. Par contre, on a quand même des référentiels des années 2010 et on voit bien qu'il y a une dégradation nette. Donc, moi, c'est mon seul référentiel. Il y a une augmentation de la consommation aussi d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Il y a une augmentation très, très nette des consultations chez les psychologues, chez les psychiatres, des jeunes qui vraiment demandent de l'aide. Et il y a aussi, et ça, c'est vraiment des chiffres qui, je crois, disent beaucoup, il y a une augmentation des pensées suicidaires au point que les jeunes ont aujourd'hui plus de pensées suicidaires que les plus âgés. Et ça, c'est nouveau. Ça date de 2024, ces chiffres où on a appris ça, donc c'est quand même absolument monstrueux. Et on a aussi
pour l'année 2023 une augmentation des tentatives de suicide, donc c'est pas que des pensées suicidaires, de 60% chez les plus jeunes. Donc il y a un vrai problème. Ça veut pas dire que tous les jeunes vont super mal, mais il y a un vrai phénomène d'une jeunesse qui est désespérée. Et moi, j'ai essayé de trouver les causes de ça et de montrer, mais en fait, si vous allez pas bien, c'est pas c'est pas que vous êtes faible, en fait. C'est que les paramètres sont organisés de manière à ce que la vie vous soit rendue difficile. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de santé mentale qui surgissent comme ça. C'est le résultat de paramètres très souvent qui sont socio-économiques et écologiques, en l'occurrence aujourd'hui, et qui créent des difficultés en fait à faire face à la vie, qui créent de la détresse. Je ne parle pas des pathologies plus lourdes et plus sérieuses, mais vraiment là de l'explosion des troubles dépressifs, enfin qui sont des pathologies lourdes aussi, mais des troubles dépressifs, des troubles anxieux, qui vraiment sont pour moi corrélés avec le contexte, quoi. Et il s'agissait de le montrer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a donné envie de sensibiliser. C'est pour ça que j'en parle ici. Ce sont pour moi des désespoirs en fait qui pourraient être évités, qui dans certains cas vont jusqu'au pire. Ça pourrait être évité si l'entourage faisait attention. Écoutez les jeunes, c'est vraiment moi mon message. Quand quelqu'un dit qu'il va pas bien, déjà c'est dur de le dire. Déjà il y a plein de jeunes qui ne le disent pas. Mais il faut prendre ça absolument au sérieux et ne pas se dire ça va, c'est des problèmes de jeunes. Moi aussi à ton âge c'était difficile, mais j'ai travaillé et maintenant j'y suis arrivée. Bah non en fait, parce que l'époque a complètement changé. Et puis même à cette époque-là, en fait, à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, il y a un mème qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux qui est génial. C'est une jeune femme qui dit à ses parents j'ai commencé la thérapie. Ses parents qui répondent oh là là, vous et vos trucs de jeunes. Et la jeune fille qui répond bah si, j'y vais parce que toi, tu n'y es pas allé. En fait, c'est aussi ça. Donc, moi, j'essaie depuis cette enquête-là de libérer un peu la parole, même si elle se libère de plus en plus, sur les questions de santé mentale, de dire c'est OK de ne pas aller bien. Voici toutes les raisons que vous avez de ne pas aller bien. Et voici aussi les potentielles solutions qui sont, pour moi, des solutions collectives, qui sont des solutions individuelles. On écoute les gens autour de nous, on les dirige. La solution, c'est écouter. Écouter, on dirige vers des professionnels, évidemment. On ne stigmatise pas, c'est vraiment c'est vraiment la pire des choses à faire. Et ensuite, sur le plan collectif, on peut pas juste dire aux gens allez-y, gérez votre burn-out et après on vous remet sur un marché du travail qui vous maltraite parce qu'ils vont refaire un burn-out en fait. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc il faut des solutions collectives face à ce mal-être, et le mal-être des jeunes, il est politique. Et sur les solutions collectives, tu as identifié certaines pistes ou pas ? Ah bah carrément. Vu l'anxiété que ça procure à beaucoup de jeunes, le fait d'accéder aux études, sachant que les études sont de moins en moins accessibles. C'est de plus en plus... Tout ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la méritocratie recule, même si ça n'a jamais totalement existé. On est de plus en plus dépendant de son milieu social d'origine. Il faut 6 générations en France pour sortir de la pauvreté. Tout à fait, mais c'est un chiffre qui est important. Oui, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. On accède moins aux études. Je donne plein de chiffres dans le livre. On accède moins aux études supérieures. On accède moins à des métiers qui sont bien rémunérés. On accède moins à la propriété privée. En fait, nos conditions de vie sont de plus en plus dégradées. Et les premiers précaires en France, ce sont les jeunes. Déjà, il faut bien avoir ça en tête. La moitié des files d'attente pour de l'aide alimentaire, c'est les plus jeunes. C'est les moins de 26 ans en France, alors qu'ils sont minoritaires, on rappelle. En France, les 18-29 ans sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Donc il y a quand même vraiment quelque chose de fou dans le fait qu'ils soient aussi importants en nombre dans ceux qui vont faire la file d'attente pour avoir de l'aide alimentaire, c'est-à-dire pour manger et survivre. Et ensuite, j'ai perdu ce que je voulais dire. Les solutions collectives. Oui, pardon. Donc, en fait, répondre à cette précarité, c'est-à-dire, ça peut passer par le fait de leur donner directement ce dont ils ont besoin, des bourses étudiantes, peut-être baisser l'âge auquel on peut prétendre au RSA, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même fou. On est majeur en devoir, mais on n'est pas majeur en droit. On n'a pas accès aux mêmes droits à 18 ans qu'à 25 ans. Ça pose quand même question sur beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est juste d'enrayer cette précarité des plus jeunes, de leur permettre cet accès aux études supérieures ou aux études de leur choix, en fait, tout simplement, qui, encore une fois, est aujourd'hui très, très corrélé au milieu social d'origine. Ensuite, il y a la question de l'espoir politique. Là, c'est dur, là, en ce moment. Quand on n'arrive pas... Enfin, quand on a l'impression que notre pays est vraiment tombé entre les mains de personnalités dangereuses, ça aide pas, en fait, à aller bien. Quand on voit que les personnes qui sont censées être en charge de notre avenir ne s'occupent pas de l'écologie, n'assurent pas les conditions d'habitabilité de notre pays, c'est effrayant.
Et donc la réponse à ça, c'est pas juste de dire va prendre un Xanax, non mais c'est un gros problème. J'aime même pas parler d'éco-anxiété, parce qu'en fait c'est juste pour moi de l'éco-lucidité d'être anxieux. Mais les scientifiques, les plus grands climatologues sont anxieux face au réchauffement climatique. C'est une réaction saine, c'est pas une pathologie. Ce qui est totalement pathologique, c'est de ne pas être anxieux en fait face à ce qui se passe. Et donc on n'a pas les solutions. Et donc ça c'est très effrayant. Et en fait toutes les réponses aux problèmes que je viens de citer sont des réponses politiques qu'on pourrait apporter clairement. C'est-à-dire de redonner des perspectives. Et je pense qu'en définitive, ce qui manque à beaucoup de jeunes, c'est la capacité à se projeter dans un futur lointain. C'est vraiment d'imaginer qu'un jour ils pourront arriver à avoir un métier qui leur plaît, à avoir des conditions de vie décentes, à être sur une planète habitable, ne pas être au milieu d'une 3e guerre mondiale. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu, l'air de rien, aussi dans les entretiens, parce qu'ils ont été menés pendant la guerre en Ukraine. Donc tout ça a beaucoup de conséquences. Et je rajouterais, il y a toute la question de l'information, du flux d'information, des réseaux sociaux, qui ont quand même autant d'impact positif que négatif selon moi. Ça peut vraiment être un échappatoire pour beaucoup de jeunes. Ça peut être un endroit aussi où ils parlent de leur santé mentale. Ça peut être un endroit de divertissement, de déconnexion, mais ça peut aussi être un endroit d'addiction, un endroit de haine, un endroit où on consomme des images très violentes qu'on n'a même pas sollicitées soi-même, où on peut se faire harceler. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir avec tout ça. Et ça, c'est aussi des questions qu'on doit poser collectivement. Mais en fait, tout ce que je viens d'évoquer n'est jamais, ou très peu, posé intelligemment dans le débat public. C'est-à-dire qu'on va devenir pour ou contre les écrans. Ce qui n'a aucun sens. C'est toujours ça, même les réseaux sociaux aussi, ça pousse à tout polariser, quoi. Mais les réseaux sociaux, c'est quand même un espace de démocratie incroyable. Donc en fait, on peut peut-être réfléchir à qui les détient, comment on peut faire, est-ce qu'on peut réguler, est-ce qu'on peut contraindre peut-être les personnes qui détiennent ces réseaux sociaux, pas forcément se dire qu'on les interdit aux plus jeunes. Par exemple, typiquement, sur l'écologie, ça peut être plus compliqué que pour ou contre le nucléaire, par exemple. Ça peut être un peu plus complexe comme débat. On peut essayer d'avoir des débats où on essaie réellement de poser le problème et où on essaie de trouver des solutions collectives et pas en permanence d'invectiver l'autre ou de gagner une bataille de position. Et je pense que là, aujourd'hui, tout ce qui concerne les plus jeunes, c'est particulièrement soumis à de la stigmatisation. Là, on peut penser aux émeutes. Alors là, vraiment, c'était un grand moment de stigmatisation des plus jeunes, où on a eu quand même Emmanuel Macron qui allait vraiment autant qu'il pouvait. C'est le plus jeune président, mais c'est vraiment le plus vieux dans sa tête, quoi, parce qu'il disait des trucs qui était aberrant d'un point de vue sociologique. Il parlait d'une jeunesse oisive, par exemple, donc ce qui renvoie à un cliché sur lequel les jeunes seraient paresseux, que je démonte complètement dans le livre. En tout cas, ils sont absolument pas plus paresseux que leurs parents ou leurs grands-parents, qui parlaient de jeunesse violente, de jeunesse dangereuse, de jeunes qu'il faudrait mettre dans des internats. Enfin, il y a eu tous ces trucs-là. En fait, on n'est pas en train de poser le problème réellement quand on fait ça. On essaie juste de stigmatiser une partie de la population, en l'occurrence là, une jeunesse racisée, mais on ne cherche pas vraiment ni les causes ni les solutions sur le long terme. Et c'est pareil pour les problèmes de santé mentale. En fait, ça fait des années que les chiffres que je viens de te donner sont publics. C'est les chiffres, la plupart, c'est les chiffres de Santé publique France. C'est des chiffres officiels. Ils sont au courant. Il n'y a quasiment rien qui a été mis en place. On nous a parlé vite fait de chèque psy pour faire un petit effet d'annonce. En fait, concrètement, les jeunes qui sont aujourd'hui dans la détresse, ils ne trouvent pas d'aide. Sur la précarité étudiante, c'est pareil. Donc voilà, on n'a pas posé les bons termes du débat. Et à force, quand on est Salomé Saké et qu'on passe ses journées, ces semaines, ces mois à décrypter l'actualité, à analyser la situation politique, comment on fait pour garder espoir ? C'est très dur. C'est un questionnement très personnel et perpétuel. Parce que tu vois, moi je pense que nos quotidiens sont vraiment opposés en termes de vision du monde. Moi, c'est très porté. Je rencontre beaucoup de porteurs de projets, d'entrepreneurs, d'associations, donc ils sont toujours dans un message ultra positif. Ils essayent toujours d'apporter des solutions. Et toi, forcément, quand tu analyses l'actualité, c'est toujours très négatif, anxiogène. Et du coup, je me posais la question, comment toi, du coup, tu appréhendes ça au quotidien et est-ce que même, tu vois, qu'est-ce qui te donne envie de continuer et de pas, tu vois, être un câble ? C'est la question de ma vie, vraiment. C'est très, très compliqué. Surtout que là, ça fait maintenant vraiment plusieurs années que je fais ça, tout le temps. Et en même temps, je n'arrive pas à être dans ce qu'on pourrait qualifier une positivité, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi être optimiste. Et c'est terrible. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on vient me confirmer en permanence que j'avais raison et sur les questions écologiques, sur les questions politiques. C'est-à-dire que ce que je vois arriver, qui est un peu le pire, à chaque fois, je l'envisage
Et ça se confirme. Et il y a une étude qui vient confirmer qu'en fait, c'est encore pire que ce qu'on pensait, que sur le plan politique. Si, on a eu une bonne surprise le 9 juin. Moi, le pire que j'avais envisagé, enfin non, pas le 9 juin, pardon. Le 9 juin, on a eu la surprise de la dissolution. Et après, c'était le 7 juillet où on a effectivement pas basculé dans une pente autoritaire réelle. Donc voilà, ça faisait partie des surprises. Vraiment, peut-être la seule et unique positive, mais c'est vraiment, on a sauvé les meubles. C'était vraiment, on a eu un sursis pour que l'extrême droite ne prenne pas plus de place et que les idées haineuses et intolérantes ne prennent pas plus de place. Mais il faut vraiment avoir en tête quand même que tout nous porte à croire que les idées d'extrême droite ont progressé. Donc moi, en fait, je ne peux pas ne pas avoir ce constat. Et forcément, ça ne met pas de bonne humeur. Quand on porte des valeurs humanistes et qu'on croit en la démocratie, ça ne met pas de bonne humeur. Et ce qui fait que j'ai quand même la volonté très profonde et très forte de continuer, je pense que je ne vais pas m'arrêter demain, c'est parce que je sais qu'autre chose est possible. Et c'est ça que je m'évertue à faire comprendre aux gens. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi je propose des palettes de solutions. Parce qu'on oublie qu'il y a des futurs désirables qui existent, qui dans les possibilités, et qui sont de l'ordre du rationnel. C'est pour ça que je disais bien ça tout à l'heure. C'est pas de l'utopie. En tout cas, ce n'est pas plus utopique que de penser qu'on peut continuer sur une route capitaliste et ne pas... Enfin, capitaliste au sens... très libéral, qui fait augmenter les inégalités et ne pas imploser au sens démocratique, au sens économique, au sens écologique, bien évidemment. Donc il y a ces solutions qui existent. Et moi, je rencontre des chercheurs, des personnes qui planchent là-dessus toute la journée. Il y a tellement de gens qui travaillent à imaginer d'autres systèmes économiques, à imaginer d'autres futurs possibles. Et encore une fois, mon rôle, c'est pas de dire qui a vraiment la bonne solution, mais c'est de montrer qu'il y a toutes ces possibilités-là et de nous sortir de presque cette muraille psychologique qu'on nous a construite en nous disant depuis les années 70, c'est le fameux « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative de Margaret Thatcher. C'est cette idée qu'il n'y a pas d'alternative au libéralisme, et avec tout ce qu'il comporte aujourd'hui de problématiques. Et donc, quand je vois qu'il existe autre chose, et c'est très important, que la plupart des gens sont des gens bien. Alors, c'est très vague ce que je viens de dire, mais moi, je suis convaincue que le groupe dont je t'ai parlé au début, de gens qui vraiment pensent que les humains sont inégaux et qu'on devrait... que le racisme est normal, que... voilà, le monde est dur, c'est comme ça. Il y a des pauvres, il y a des riches. Enfin, les gens qui pensent comme ça, là, qui se disent, s'il y a des gens, non mais il y en a qui disent les SDF. Un peu bonhomme. Non mais les SDF, j'imagine un vieux mec blanc qui dit ça. J'exagère. Mais non, mais qui disent voilà, il y a des SDF dans la rue, c'est comme ça, ils l'ont mérité. Bon, je pense que ces gens ne sont pas majoritaires. J'en suis convaincue. Ouais, je suis d'accord. Et je suis convaincue également que l'empathie est tout à fait encore présente et que quand on se parle, quand on se rencontre, la plupart des gens ne sont pas des gens haineux, ne sont pas des personnes qui veulent les inégalités, la violence dans la société. Et donc, mon travail à moi, c'est de montrer, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est du journalisme, c'est d'informer sur ce qui existe, sur la réalité des faits, on a fait pas mal de trucs sur l'insécurité, par exemple, à Blast, de montrer que les chiffres peuvent être manipulés, qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à certaines statistiques, d'essayer de vraiment montrer ce qui se passait dans des territoires qui sont complètement fantasmés aussi, d'essayer de ramener au réel, à l'empathie, aux histoires humaines, parce que c'est pour ça que dans mon livre, c'était pas que des statistiques, parce que je voulais montrer que derrière, il y a des destins de personnes, en fait, des vies humaines avec des histoires, avec... des traumas, avec des bouleversements, et je pense que cette empathie-là peut nous sauver. Et donc c'est parce que je vois qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a des humains, là en l'occurrence je suis quand même un peu philanthrope, il y a des humains qui ne veulent pas que collectivement on tombe dans le fascisme ou je sais pas quoi, ou en tout cas sur des régimes très violents et une société très violente. Eh bien je pense que ça peut fonctionner ensemble. Ok, donc c'est ça qui te porte... Moi je fais le pari que toute la situation, la difficulté dans laquelle nous nous trouvons sont une question de déficit d'information. Okay. Vraiment. J'en suis profondément convaincue. Je pense que la haine, vraiment, naît de l'ignorance. Et donc, on n'est pas condamné à être comme ça. Et que si beaucoup plus de personnes s'informaient réellement sur les enjeux, et j'entends tous les barrières sociales qu'il y a à ça, et toutes les difficultés que ça pose, et à quel point c'est beaucoup plus facile d'être informé quand on a le temps, quand on a l'argent, quand j'ignore pas ça. Mais en tout cas, moi,
mon casse-tête, c'est de me dire mais comment je fais pour que cette information atteigne le plus de monde possible et qu'on arrive à recréer cette espèce de dialogue qui est un peu plus apaisé. Et ça ne veut pas dire de jamais avoir de conflictualité, parce que moi-même, je peux être parfois dans le conflit. Mais d'avoir, en tout cas, sur certains sujets, des débats où on se crie pas dessus. C'est pour ça qu'à Blast, on n'a pas de débat de plateau, là, où tout le monde se crie dessus avec des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui ne sont pas d'accord sur les valeurs. Nous, on invite des gens qui sont à peu près d'accord sur les valeurs et qui ne sont pas d'accord sur les solutions, par exemple, et qui vont discuter de ça. On essaie d'avoir ce type de débat. Mais donc, pour l'instant, ça me tient. Ok, bah, du coup c'est ça qui tient en fait, c'est un peu paradoxal. Donc d'un côté tu vois plein de choses qui vont Après, pas. Je veux bien que la direction qu'on prend n'est pas du tout celle-ci. Je ne suis pas du tout la journaliste la plus écoutée de France. Enfin, c'est pas du tout. Blast n'est pas une multinationale. Il y a ce que je voudrais et il y a la réalité. C'est-à-dire que. Après, Blast, ça fait que progresser là en termes de. Ça bien sûr, ça marche très très bien. Et je pense que si j'y suis, moi, je crois profondément en mon média, mais je vois bien que la majorité des gens, pour l'instant, ne sont pas fortement engagés en faveur des droits humains et de l'écologie et de la démocratie. Enfin, il y a une partie des gens qui le sont, mais c'est pas l'écrasante majorité de la société aujourd'hui. Donc, je veux dire, il y a vraiment ce que je souhaite et ce qui est la réalité. Et la réalité, c'est que des médias comme ceux de Vincent Bolloré prennent de plus en plus d'importance, qu'il y a des forces économiques très très fortes qui arrivent à diffuser certaines visions du monde qui nous divisent. Je pense que la force vraiment de ce système, c'est de nous diviser. Quand je parle d'un système, je fais référence à des choses très précises, comme par exemple le réseau Atlas, qui est un réseau de personnes qui ont décidé de promouvoir des idées néolibérales sur les plateaux télévision. C'est très organisé, ils sont formés. Le réseau Atlas, ça s'appelle ? Ouais. Okay, on avait fait une émission de Rhinocéros là-dessus sur Blast. Vous pouvez taper réseau Atlas Blast, vous tombez là-dessus, qui montre à quel point la diffusion d'une idéologie s'organise. Et de fausses informations, là, en l'occurrence, est organisée et pensée. Et après, il y a des gens en bout de chaîne qui reçoivent ça et qui finissent par penser qu'il n'y a que ça et que c'est la vérité. Et donc, on est quand même en désavantagé, en fait, Blast, ne serait-ce que par notre modèle économique. On est financé avant tout par les gens qui nous regardent. On n'a pas beaucoup de moyens. Moi, ça fait des années que je travaille dans un média où on a des conditions de travail où c'est compliqué. Et c'est pas du tout la faute de qui que ce soit, en fait. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et on est tous animés là-bas par la volonté de mener ce projet à bien, par des convictions, par une éthique professionnelle aussi. Donc on y va, on est content. Mais je veux dire, quand nos locaux, c'est pas... c'est très petit, quoi. On n'a pas de moyens. Donc on est désavantagé. On n'a pas du tout la force de frappe de grands médias. Et comment tu t'es retrouvé chez Blast ? Eh bien, c'est Denis Robert, le fondateur de Blast, donc qui est un journaliste d'investigation renommé, qui a notamment sorti l'affaire Clearstream, qui a décidé de fonder ce média indépendant justement en réaction au fait que les médias sont de plus en plus possédés par un nombre de plus en plus restreint de milliardaires, en l'occurrence, et donc que ça pose un problème d'indépendance. Et donc, il a voulu fonder Blast, et il m'a repéré à l'époque sur un média indépendant pour lequel je travaillais bénévolement en parallèle de mon travail à la télé, qui s'appelait Le Vent se lève. Okay. Et il m'a demandé, avant que le média ne soit créé, de venir gérer les questions économiques. Mais c'était un gros pari pour moi, parce que à l'époque, j'étais à la télé, ce qui était quand même... c'était de la pige, mais c'était quand même un emploi qui me faisait manger, et je ne savais pas du tout si Blast, ça allait marcher. Mais j'étais vraiment emballée par l'équipe et puis par le projet, tout simplement. Donc j'y suis allée. J'ai gardé des piges un certain temps en même temps, je crois quelques mois. Et après, j'y suis allée à plein temps, ce qui était un très bon pari. Moi, j'en suis très heureuse. Je suis très, très heureuse à Blast. Et petite digression, après, donc, Hippocagne, ensuite, tu fais... Sciences politiques à Lyon, Sciences Po à Lyon. Anglais, et ensuite, je suis allée en Erasmus à Madrid. Ah, trop bien, moi aussi. Ouais, c'est très bien ça, à la fac... Autonoma de Madrid. Ah, bah moi, c'était la Complutense. Ah, voilà. Au moins, t'étais dans le centre de Madrid. Non, c'était parce que j'étais à la fac de sciences politiques, justement, qui a été écartée, parce qu'il y avait trop de mouvements sociaux qui naissaient là-bas. Okay. Et c'est dans cette fac qu'est né le mouvement Podemos en 2011, suite au mouvement des indignés. Enfin, le mouvement des indignés est né plutôt là-bas, et après, le mouvement politique Podemos en a émergé. Et donc, c'est un haut lieu pour moi d'expression d'une gauche plutôt radicale. Et donc, c'était très intéressant d'aller là-bas. J'ai fait 1 an en double master 1 de... Je ne sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait du journalisme, des sciences politiques, de la diplomatie.
de l'économie. Donc voilà, c'était une année très riche. Et après, je suis arrivée à Paris pour du droit international, un master 2 de droit international. Et c'était la première fois que tu étudiais à Paris, là? Ouais, et année et précaire. Choc, est-ce qu'il y a un choc un peu... gros choc, là. Ouais. Déjà, l'Espagne, c'était sympa. Ouais, ça, c'était chouette, parce qu'en plus, c'est bête, mais bon, de toute façon, tous les étudiants savent vraiment de quoi je parle. Les bourses, c'est la vie. Hein. Ouais. Le budget étudiant, c'est quand même un truc qui va beaucoup déterminer notre expérience étudiante. Et en l'occurrence, en Espagne, il y avait... Je me souviens que j'avais plusieurs bourses qui s'accumulaient. J'avais la bourse des bourses espagnoles? Non, c'était la bourse des bourses françaises. Okay. Il y avait une aide régionale. Ouais. Il y avait, je ne saurais plus te dire exactement. Même ton école on perdait les APL, mais et comme l'Espagne était moins chère, ça me permettait d'avoir un train de vie à peu près. C'est une année où j'ai pas beaucoup travaillé à côté de mes études. Trop bien. Ça me permettait de vraiment profiter et d'aller beaucoup, en l'occurrence à la fac. Vraiment, j'ai adoré cette année-là. Et après, je suis arrivée à Paris. Alors là, la douche froide. Hein. Et il s'est passé quoi? Déjà, l'ambiance. Mais je suis passée dans une fac de droit pas du tout à gauche. Enfin, une fac de droit, quoi. Avec le fait, c'était dans le sud de Paris. C'était du droit international. Enfin, c'était pas du tout. Voilà, c'était de la diplomatie. C'était pas du tout la même ambiance. C'était peut-être pas une filière faite pour moi, mais ça avait l'air d'être un bon diplôme, donc j'ai voulu la faire. Et surtout, le coût de la vie à Paris. Mais quelle folie! Le coût de la vie à Paris. En fait, les bourses ne varient pas en fonction du territoire où on est. Ouais. Ça varie en fonction de la distance du domicile de nos parents. Encore un truc une politique familiale hyper réductrice, quoi, pour les jeunes. Et donc, ça a été un gros choc. Là, c'était compliqué. Une grosse dépression, là. C'était difficile. Franchement, en plus, je faisais un double master en même temps. J'avais plein d'heures de cours. Il fallait que je travaille en même temps. Je vivais dans 12 mètres carrés avec des souris et des cafards, mais tout le temps, tous les jours. Enfin, il y avait... je fais un coucou à mon voisin qui est venu écraser tant de cafards dans cet appartement. Donc, c'était un peu... J'étais au premier étage, je voyais pas le ciel. Enfin, vraiment, c'était un enfer. Les toilettes fonctionnaient pas. Rien ne marchait. Je pouvais pas sortir du logement. Voilà. Donc ça a duré 1 an et c'était vraiment pas simple. Et après, je suis rentrée à France 24 en pige. Donc, en fait, enfin un salaire. Genre, vraiment, c'était pas énorme, mais c'était beaucoup mieux que des budgets étudiants. Et après, j'ai repris un master 2 de journalisme en même temps que France 24. Eh bien, écoute, vraiment le sentiment d'illégitimité. Hein. Je vois pas d'autre. Ah oui j'avais déjà ma carte de presse, ça n'avait aucun sens. Bah oui, mais pourquoi? Parce que je me disais que je voulais avoir un diplôme en journalisme. Et avant, t'avais pas un diplôme de journaliste? Non, j'avais un diplôme de droit international et de géopolitique. D'accord. Et pourquoi t'as pas fait un diplôme de journaliste directement? Parce que je pensais que c'était pas accessible pour moi. D'accord. Ça me semblait trop dur comme métier. Et en fait, c'est vraiment le fait de rentrer à France 24 où je me suis dit ah mais en fait, je peux y arriver. Les gens sont comme moi, je peux y arriver. Que après, ça m'a conforté dans l'idée que potentiellement j'allais devenir journaliste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai vraiment longtemps failli abandonner le journalisme, même au début de ma carrière, même quand ça fonctionnait. Pourquoi? Jusqu'à Blast, en gros. Parce que c'était trop dur. C'était vraiment difficile. Qu'est-ce qui est dur? Après, il y a toujours plus difficile, hein, mais franchement, il y a un livre du sociologue Jean-Marie Charon que je vous invite à lire qui s'appelle Jeune journaliste, l'heure du doute, qui a été publié l'année dernière. Cette année même, et qui explique très très bien toutes les difficultés que rencontrent les jeunes journalistes, la précarisation de la profession, le fait que les plus âgés d'ailleurs ne comprennent pas, encore une question de génération, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est très précaire, enfin, c'est ce qui revient souvent. Mais c'est très précaire, déjà, en fait, ne serait-ce que le statut, généralement, on est beaucoup à être pigiste, on ne sait pas, même si on aura du travail la semaine prochaine parfois. Donc on est en permanence en train de chercher quelque chose à vendre, donc ça peut être soit une journée... Parce que ça a été complètement détourné, ce statut. À la base, c'était censé être un truc pour pouvoir collaborer ponctuellement avec un média pour un sujet. Aujourd'hui, c'est devenu juste un statut à part entière. On vous embauche à la journée et ça évite de faire des CDD ou des CDI. Et donc, moi, en l'occurrence, c'était à la télé, donc j'étais payée à la journée. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient en presse écrite. Donc, il faut en permanence pitcher son sujet. Enfin, trouver un sujet, commencer à enquêter, pitcher son sujet, c'est-à-dire envoyer un petit résumé, mais pas trop. Parce que sinon, les rédactions, parfois, vous volent votre sujet. Et par contre, ne vous embauche pas. Donc, il y a tout un truc autour de ça. Et on est en permanence en train de se demander si on va avoir assez, si il faut avoir plusieurs rédactions, parce que s'il y en a une qui nous lâche, après, c'est la catastrophe. Et il y a beaucoup de paramètres comme ça qui font que psychologiquement, c'est difficile. Et rajouter à cela le rythme de travail qui fait que moi, en l'occurrence, je travaille beaucoup pour être sûre d'avoir du travail de nuit. Moi, j'ai fait des années, 4 ans, 3 ans de nuit. C'est-à-dire je faisais jour et nuit, voilà. Parce que je faisais les rédactions de nuit à France 24. Le desk, c'était
Donc les JT de nuit, on doit analyser des sujets, les résumer et faire des... Vous savez, la voix, là... des voitures cassées, des vitres brisées. Oui. Voilà, ce truc-là. Ouais. C'était ma voix. C'était ça que je faisais à 4h du mat, enregistrer des trucs pour que les JT durent toute la nuit. D'accord. Et donc, il y avait ça. Plus, parfois, je travaillais pour des chaînes étrangères, donc sur le terrain en tant que fixeuse, c'est-à-dire la journaliste des journalistes étrangers qui va leur montrer un peu ce qui se passe en France s'ils veulent couvrir quelque chose. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça faisait des emplois du temps pas possibles, pour un salaire maigre et avec l'incertitude permanente de savoir si on aurait du travail plus tard. Et j'ai conscience qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation dans plein d'autres professions, mais c'est éreintant. Mais ce qui est paradoxal, c'est que avec les études de journalisme, c'est des études longues, et qu'en fait, du coup, de l'extérieur, tu dis, en fait, tu as fait de grandes études. Tout à fait. Et qu'une fois que tu as fini, que tu es diplômé, tu auras une certaine stabilité. C'est ce qui est promis, en tout cas, dans les grandes études. Totalement. Et pas pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai eu une chance incroyable avec Blast, en fait. Parce qu'en fait, j'ai eu un CDI. Okay. Vraiment, c'était incroyable. Quand j'ai signé un CDI, j'ai eu l'impression d'être la reine du monde. Pourtant, c'est un CDI dans un petit média indépendant. Et comment ils t'ont repéré? Via France 24, du coup? Non, justement, via Le Vent se lève. Non, mais moi, j'étais très motivée quand même. Parce que maintenant, j'y repense, je me dis que je pourrais jamais refaire tout ça. C'était que je travaillais quand même à plein temps à France 24. Et à côté, je couvrais bénévolement pour un média qui s'appelait Le Vent se lève. Pourquoi? Des mouvements sociaux. Eh bien parce que j'étais pas forcément épanouie dans mon travail à la télévision, parce que j'étais très débutante, très débutante au début de ma carrière en tout cas, et on donne pas des mêmes responsabilités. L'avantage de médias bénévoles ou indépendants, c'est quand on vous dit un peu fais tout, va sur le terrain, va prendre des images, va monter, va présenter, et écrire et livre-le. Alors qu'à la télé, c'est quand même plus cadré. Donc il y avait et puis après moi ça s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et pendant le mouvement des Gilets jaunes, j'étais très frustrée du traitement médiatique de manière générale et j'avais besoin d'exprimer ma vision qui était pour le coup vraiment différente dans un média en particulier. Et c'est là d'ailleurs que mes vidéos ont commencé à marcher. Et c'était des vidéos qui donnaient beaucoup plus la voix du côté des Gilets jaunes. C'est pour ça que tout est une question de perspective. D'accord. Et c'est là qu'il m'a vu, Denis Robert, et il est venu 1 an plus tard, quelque chose comme ça, ou 2 ans. Me proposer de venir à Blast. Et du coup, vu que tu as fait de la radio, de la télé, YouTube, tu es présente sur les réseaux sociaux, c'est quelle plateforme ou moyen de communication que tu préfères parmi tout ça? Clairement l'écrit. Ok. T'écris aussi le livre. Oui. Non, je fais des articles, j'écris des articles depuis plusieurs années dans Social Terre. Oui. J'ai fait mon stage à l'époque au Monde diplomatique. J'avais une vraie appétence pour l'écrit, qui se voit moins, parce que c'est plus difficile d'être lu que d'être vu. Et c'est précisément la raison qui m'a poussée à faire de la vidéo. Et vraiment, j'étais pas du tout attirée par ça à la base. Moi, ce qui me passionnait, c'était la presse écrite. Et l'idée... Je suis allée à la télévision, j'ai envoyé mes CV partout. À Libération, au Monde, à toute la presse écrite possible et imaginable. Le Monde, notamment le Monde diplomatique. Et en fait, il y avait juste... Personne me prenait. Donc, si j'avais fait un des premiers stages, mais en licence dans une start-up où j'écrivais, mais c'était quand même le seul truc vraiment écrit que j'avais fait. Et en fait, il y avait plus de travail et surtout de stages rémunérés. Pour moi, c'était une question vitale. Je ne pouvais pas faire un stage non rémunéré, c'était pas possible. Ça ne tenait pas dans mon budget. Donc, la télé m'a donné ça. J'ai de plus en plus conscientiser le pouvoir de l'image. J'étais quand même consommatrice aussi de réseaux sociaux. Et puis cette idée de comment on diffuse l'information. Parce que si c'est pour écrire des papiers que personne ne lit, qui font rien changer et qui n'atteignent pas un public large, je voyais pas l'intérêt. Et donc c'est vraiment par pure stratégie que je me suis dit, je vais présenter et faire de la vidéo. À l'époque que je tournais moi-même, que je montais moi-même, pas complètement. Si je montais, quand même, je montais un bout moi-même pour pouvoir avoir un outil en fait de visibilité et pouvoir exprimer des idées. Mais ce que je prends moi personnellement le plus de plaisir à faire, c'est évidemment d'écrire. Et j'ai adoré écrire ce livre. Ça a été aussi laborieux, mais je trouve qu'on a beaucoup plus de place pour l'expression, la nuance, la longueur aussi dans le cadre d'un livre. Et que c'est pas le même exercice. J'ai vu que, comme tu es vachement exposée, tu prends souvent la parole. On t'a souvent dit que tu étais trop sérieuse ou contrariée. C'est fou ça, ces articles c'est dingue, qui se pleuvent. C'est quand même incroyable. Ouais, je comprends pas pourquoi. Mais déjà, toi, pourquoi, selon toi, pourquoi les gens disent ça? Moi, je trouve ça dingue que ça revienne comme ça.
par ça. Vraiment, comment ça me fascine. Ouais, mais je suis d'accord, mais comment tu l'expliques ? En 2024, qu'on continue à pondre des articles. Mais parce que vraiment, écoute, je suis sujet d'indignation, visiblement, pour d'autres médias. Évidemment, des médias de droite, toujours, mais des médias conservateurs qui ne m'aiment pas et qui veulent dire qu'ils m'aiment pas. Et qui, du coup... Ils n'ont pas d'argument. Mais non, mais je pense que j'ai pas non plus été au cœur de scandales. Vraiment, moi, je suis juste là, je fais mes petites enquêtes. En plus, je révèle pas des scandales d'État non plus. Franchement, je fais du décryptage politique, je balance des trucs genre lisez les rapports du GIEC. Je pense pas être la personne la plus controversée de la planète non plus. J'ai pas des propos quand je dis que c'est bien l'humanisme, le féminisme, de pas être raciste. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui fait des trucs incroyables, quoi. Donc, pour trouver le point, pour vraiment me tomber dessus, généralement, ça tombe sur alors soit le physique de manière générale, mais surtout le fait que je serais trop sérieuse. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'est-ce qui se passerait si je n'étais pas sérieuse. C'est-à-dire si j'étais vraiment tout le temps en mode rigolade, que j'avais l'air d'avoir un peu d'humour en parlant de drames sociaux. Parce qu'en plus, les sujets dont je parle, c'est des sujets graves. Je vais pas arriver pomme-pélope sur les plateaux de télé. C'est pas l'endroit. À la limite, dans un podcast comme ça, je peux faire un peu d'humour. Mais je vais pas parler de la crise sociale ou encore une fois, de personnes, je sais pas moi, des émeutes, des trucs dont j'ai pu parler à la télévision avec un peu d'humour. C'est pas du tout l'endroit pour ça. Et donc, je pense que c'est vraiment le dernier bastion du sexisme. Je suis désolée, je veux pas tout ramener à ça. Mais là franchement... Il y avait un article, je sais plus de quel média c'était, je sais plus si c'était Causeur ou Valeurs Actuelles ou Marianne ou un de cette clique-là, qui disait que j'avais les sourcils trop froncés. C'est pas vrai. Et que je me tenais... Non, je crois que c'était Causeur, que je me tenais trop droite. J'étais là, pardon, excusez-moi d'être sérieuse. En fait, honnêtement, ça m'atteint pas, ces trucs-là. Parce que je me dis que si vraiment c'est ça qu'on trouve à me reprocher, c'est que ça va. Pour moi, le drame, ce serait qu'on me dise que mon travail n'est pas sérieux et que je suis beaucoup trop légère dans la manière de faire ça. Mais ce qui est fou, c'est que c'est vraiment revenu. Ça fait plusieurs fois que dans la presse, il y a des articles entiers qui sont consacrés au fait que je parle trop sérieusement. C'est vraiment... Après, gros sujet de mème entre mes amis qui ont des captures d'écran de ces articles qui me ressortent régulièrement parce que ça fait rire tout le monde. Sur un sujet moins sérieux, moins drôle du coup, pardon. Moins drôle, pardon. C'est bon, on a rigolé 2 minutes là, faut pas déconner après, faut leur donner raison là. Non, mais du coup, t'as partagé en story que t'as été victime plusieurs fois de deepfake pornographique. Déjà, comment t'as été au courant de ça ? Comment tu l'as vécu ? Ça fait vraiment partie du package harcèlement qui vient quand on est une personnalité publique, et je mets ça avec des très gros guillemets parce qu'une personnalité publique n'a pas besoin d'être très connue. Je sais très bien quelle est ma place. Je veux dire, c'est juste, il suffit de s'exprimer dans l'espace public. Qui qu'on soit, on s'expose à ça. Mais alors quand on est une femme, là, ça atteint vraiment des sommets incroyables. Et moi, ce qui me fascine toujours, c'est effectivement cette créativité quand même chez mes harceleurs. Et les harceleurs, encore une fois, des femmes, de manière générale, qui regorgent d'inventivité pour essayer de nous humilier, de nous objectiser, nous sexualiser. Et ça, c'est depuis le premier jour où j'ai fait une vidéo sur le vent se lève, il y a déjà 7 ans. Il y avait déjà cette objectisation. Il y avait déjà ce harcèlement, ces insultes. Alors, c'est toujours en fonction des périodes. Ça peut être plus ou moins grave. En période électorale, là, c'était vraiment des menaces de mort où on me décrivait comment on allait me tuer. C'était quand même très, très, très violent. Et après, la plupart du temps, on est vraiment juste sur de l'objectisation ou de la sexualisation. Et donc, les deepfakes en font partie. Et je l'ai découvert tout simplement parce qu'on me les a envoyés. La personne, l'auteur de ces deepfakes, les a rendus publics. Donc, ces deepfakes, c'était des photos de moi qui sont des vraies photos de moi, qui avaient été prises, qui étaient rendues publiques sur les réseaux sociaux. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, ils m'avaient déshabillée, donc j'avais l'air d'avoir posé complètement nue comme ça. Et ils avaient publié ça sur les réseaux sociaux. Et ils me l'ont envoyé pour bien montrer qu'ils m'avaient mis ça publiquement. Et c'est vrai que... C'est vraiment au courant, quoi. Après, voilà, là, à ce stade, je suis pas psychologue, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui motive un individu à quand même passer du temps et de l'énergie à faire ça. Je l'ai publié parce que j'ai eu honte en voyant ces photos. Et que je me suis dit que si moi j'avais honte, alors que quand même je suis plutôt résistante à ce genre de truc,
Ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup d'autres femmes qui ont subi la même chose. D'ailleurs, je ne m'étais pas trompée, quand c'est sorti, on a vu le résultat. Beaucoup de femmes qui avaient pu subir la même chose et qui avaient pu ressentir cette honte, parce qu'en fait, ça a l'air tellement vrai qu'on a l'impression d'avoir vraiment été prise en photo nue. Et c'est ça. Mon premier réflexe, c'était vraiment, j'espère que personne ne va voir ça. Parce qu'il y a quelque chose de dégradant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Même si je sais que c'est pas légitime et que ça n'a aucun sens. Et donc, c'était pour moi vraiment important d'en parler et de devancer presque la démarche en les publiant moi-même, en les rendant publiques. Ces photos où j'avais l'air nue, encore une fois, c'était pas moi, c'était pas des vraies photos de moi. Pour dire, regardez, ça vous met mal à l'aise. Imaginez-moi ce que j'ai ressenti. Et il y a eu un malaise très important. Beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu publies ça ? Ah, mais oui, mais en fait, moi, j'ai pas choisi que ces photos soient rendues publiques. Donc, il y a un moment, puisque de toute façon, elles sont sur les réseaux, parlons de ce problème-là. Et ça fait partie, vraiment, ça s'inscrit dans un cadre. En fait, ça s'inscrit dans le cadre du harcèlement des femmes de manière beaucoup plus générale sur les réseaux sociaux, qui sont un frein majeur à la prise de parole. En fait, faut être très en forme pour s'exprimer dans l'espace public, je pense, vraiment de manière générale. Mais alors, quand on est une femme, c'est encore un autre niveau. Il y a les statistiques de l'ONU qui disent qu'une femme est en moyenne 27 fois plus harcelée qu'un homme sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même une réalité. Et nous, on a à Blast des personnes qui contrôlent les commentaires parce qu'il y a des moments, il y en avait tellement sur mon physique. Voilà, aujourd'hui, tu vois, exemple. Aujourd'hui, j'ai une chemise blanche. Et il se trouve que cette chemise est un tout petit peu transparente. Okay. Et vraiment, je suis rentrée chez moi, alors que je n'en avais pas besoin, pour aller mettre un autre t-shirt en dessous. Parce que je me suis dit, alors qu'en vrai, c'est vraiment pas vraiment transparent, ça va très bien. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'auraient pas remarqué. Ouais. Moi, j'ai pas vu. Parce que je me suis dit, si on voit un tout petit peu la forme de mon soutien-gorge, ça va être un tel sujet de débat dans les commentaires qu'on n'a plus parlé du sujet de ma vidéo. Et je suis pas là pour ça, en fait. Ah, c'est dingue. Donc on se pose la question. Je sais que ma collègue Paloma Moritz à Blast, elle a déjà eu des trucs, mais elle pense la manière dont elle camoufle sa poitrine. Elle pense, une fois, vraiment, cet épisode m'a marqué. Une fois, elle avait mis une chemise un peu trop grande pour elle, froissée. Et il y avait un débat dans les commentaires de si c'était la chemise de son copain, de si elle avait fait l'amour avant, de pourquoi elle était froissée, de si elle était venue direct de chez lui. Les gens avaient spéculé des trucs de malade. Et je me disais, mais... Et vraiment, il y avait des gens qui disaient, mais non, ils argumentaient en dessous de notre vidéo sur, je sais pas, quel truc de crise écologique, quoi. Enfin, c'est pas le sujet, tu sais pas pourquoi ils font ça n'a aucun sens. Ouais. Jamais un homme vit ça. Bah, bien sûr. Vraiment. C'est dingue. J'en parle parce que moi, ça va. Je n'en parlais pas quand ça n'allait pas. Et généralement, quand j'en parle publiquement, c'est que ça va. Quand on est vraiment atteint, et il y a des périodes où on l'est, parce qu'on est fatigué, parce qu'on s'y attend pas, parce que ça vient dans un canal différent, pour 1000 raisons, on peut être atteinte. Quand on est vraiment pas bien, on n'en parle pas, et c'est le pire. Et c'est pour ça que je me sens presque le devoir d'en parler quand moi ça va et je reçois un truc un peu violent pour me dire, pour toutes celles qui le peuvent peut-être pas, et dont j'ai fait partie, et je fais parfois partie, c'est important de rappeler qu'on n'est pas égaux, en fait, dans la sphère publique. Ouais. Nous, on a un prix qu'on doit payer à chaque fois qu'on s'exprime. Et ce prix-là, c'est d'apprendre à développer une carapace qui est quand même tout à fait inhumaine, au sens où elle n'est pas instinctive, pour pouvoir continuer à exprimer notre parole. C'est quand même absolument fou. Et ce n'est pas naturel. C'est pas... moi, on m'a toujours dit, mais non, mais regarde pas, c'est que des trucs en ligne. Ça doit avoir aucun impact sur toi. Ignore-les. Non, mais en fait, quand on se fait insulter, quand on se fait sexualiser, quand on lit ça, on les lit, ces mots, on les voit. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est dur aussi de ne pas regarder. Et c'est exactement la même chose que si on vous insulte dans la vraie vie, où ça peut avoir des conséquences physiques. Je pense qu'on a tous eu ce moment où on nous dit un truc horrible et où on se sent, on le sent dans notre ventre, on peut être physiquement impacté, mais c'est pareil. Moi, là, une des menaces de mort les plus hardcore que j'avais reçues, je me souviens vraiment l'avoir lue, elle était tellement détaillée que j'ai eu l'impression de prendre un coup dans le ventre. Alors que c'était juste des mots. La manière dont il pensait. Oui, c'était le truc de m'égorger, ou je sais plus ce que c'était, un truc où tu passeras pas le week-end, enfin un truc, ça revient souvent d'ailleurs, tu passeras pas le week-end, je sais pas ce qu'il y a le week-end. Ils ont craqué le week-end. Ou tu passeras pas la soirée, ou des trucs comme ça, et cette menace-là, elle m'avait marqué. Et donc il y a des fois où vraiment ça marque, et c'est pour ça qu'il faut pas juste... Non seulement il faut pas menacer de mort, mais en fait c'est très rare. Les menaces de mort, j'en reçois pas du tout tous les jours, c'est très ponctuel. C'est par période où c'est tendu.
Mais par contre, le harcèlement sexuel et le fait de me ramener en permanence de ce à quoi je ressemble, ça, c'est tout le temps. Et il suffit que, vraiment, pendant la période électorale, je n'ai pas dormi pendant 4 semaines, en fait. Donc, j'avais l'air fatiguée. Et j'avais des cernes, comme ça, très importantes. Eh bien, beaucoup de gens ne se sont pas privés de me le faire remarquer. Mais moi, je suis parfaitement au courant, en fait. Je vois déjà que j'ai une sale gueule. J'ai pas besoin qu'il y ait genre 400 pélos en dessous pour me dire que vraiment, j'aurais pu faire un effort. Excusez-moi. Enfin, il parle même pas du sujet de la vidéo, du fond. Et c'est pas grave en soi. J'en fais pas un sujet d'état. Mais en fait, c'est toutes ces petites choses cumulées qui font que c'est dur, ou plus dur en tout cas pour une femme qu'un homme, de parler dans l'espace public. Peut-être pour aller sur un sujet beaucoup plus léger. Non, écoute, c'est le but d'un podcast, c'est d'échanger. Les gens ont eu le temps de faire 4 fois le ménage de leur maison là, en nous écoutant. Si vous êtes allé jusque-là, dites-le quelque part, je sais pas, en commentaire. Du coup, là, on arrive sur la fin du podcast, pour le coup. Et de 4h32. sur la fin, on est sur le quiz de l'ADEME. C'est un podcast en partenariat avec l'ADEME. Et donc l'ADEME, si vous connaissez pas, c'est l'agence de transition écologique. Et du coup, j'ai 3 questions pour toi. Première question, donc plutôt sur une thématique politique, l'implication des pouvoirs publics dans la crise climatique. Okay. Donc selon l'ADEME, en 2023, quel pourcentage des Français souhaitent que la lutte contre le réchauffement climatique mobilise autant de moyens que la crise du Covid-19 ? Réponse A, 37%, réponse B, 52%, réponse C, 69% ou réponse D, 82%. Franchement, je connais pas cette étude. Est-ce qu'on est des gens optimistes ? On va dire 69%. Eh bien, non, c'était 82%. Oui, ouais. On aime la France, c'est bien. Fou, hein. Globalement, les Français souhaitent de plus en plus d'implication des pouvoirs publics dans la transition écologique. Voilà, ça me fait plaisir. Question 2, sur les médias. Selon un baromètre créé par l'association L'Affaire du siècle, pendant les élections présidentielles de 2022, quel pourcentage de l'espace médiatique a été consacré à l'écologie ? Moins 8%. De 5%, entre 5 et 25% ou plus de 50%? Franchement, je pense moins de 5%. Ah, attends, en 2022, quand même, on avait parlé de nucléaire et dans le débat présidentiel, ils en avaient parlé. C'était un sujet quand même en 2022, beaucoup plus qu'aujourd'hui en tout cas. Il y avait eu, 5,25. Eh ben non, moins de 5%. Moins de 5, punaise, putain, je suis... L'estimation, c'est entre 2 et 5%. C'était mon premier mais ressenti, tu l'as pas dit, mais je l'ai pas dit. Pour l'instant, là, t'as 0 point. Vas-y, Oh, dernière question sur les médias encore. Donc, selon une étude de l'ADEME, on a 3/4 des jeunes interrogés consultent des chaînes d'infos continues et des contenus d'influenceurs sur les réseaux sociaux pour s'informer. Parmi les jeunes qui s'informent auprès d'influenceurs... Ça, je suis censé savoir, là. Si je sais pas, c'est chaud. Combien font confiance à leur contenu qui traite de questions écologiques ? Moins de 20% ont confiance, la moitié ont confiance ou 100% ont confiance. Sur les chaînes d'infos en continu ? Non, auprès d'influenceurs. Parmi les jeunes qui s'informent auprès d'influenceurs. Je pense qu'ils ont... c'est dur, je connais pas cette étude-là. Parce que c'est spécifique écologie. Je sais qu'en général, ils n'ont pas confiance en ce qu'ils regardent. Mais là, vu que c'est les influenceurs, peut-être qu'ils ont un lien de confiance quand même plus fort. Redis-moi les chiffres. J'ai vraiment l'impression d'être activé gagner des millions. Alors qu'il n'y a rien à gagner en plus. Moins de 20%, la moitié ou 100%. Allez, la moitié. Il y a bien un moment où la réponse du milieu, ça va être la bonne. Je pense qu'il faut pas que tu joues à ce genre de jeu. Hein. Ça va pas gagner. Hein. C'est moins de 20%. Mais même moi, je suis étonné. Enfin, je m'attendais pas à ça en tout cas. Est-ce que c'est bien sérieux l'ADEME, partenaire de cette vidéo ? Est-ce qu'on pourrait pas douter de leurs infos ? En fait, non. Pour le coup, c'est vraiment, ça fait vraiment foi l'ADEME. Toutes les datas. Non, mais je dis ça parce que c'est comme une vidéo sponsorisée par l'ADEME. C'est des statistiques qu'on utilise souvent. Mais tout le monde utilise l'ADEME. Moi, je vais le prendre régulièrement comme source fiable justement d'informations. Donc, je connais pas toutes les millions d'études qui sortent en permanence, mais une donnée ultra fiable. Des données. Non, en tout cas, en tant que journaliste, moi, ça fait partie des données considérées comme fiables, que je considère comme des sources. Et du coup, donc c'était moins de 20%, en fait, c'est 19% seulement. Et les contenus des influenceurs sont perçus comme peu crédibles sur les questions d'environnement, en tout cas. Mais c'est marrant que ce soit sur ça. Okay. Cependant, les contenus des streamers qui analysent l'actualité sont visionnés par une part légèrement moindre des jeunes, donc 66%, mais inspirent un plus haut niveau de confiance. Après, ça dépend si on suit Thibaut InShape ou Camille Etienne, quoi. C'est pas la même chose. Bien sûr, évidemment. Merci Salomé d'avoir répondu à toutes ces questions en partenariat avec l'ADEME. Et du coup, c'est quoi tes projets futurs là ? Eh bien, vraiment, mon projet,
c'est que le fascisme n'arrive pas au pouvoir dans mon pays. Vraiment, je suis très sérieuse. C'est vraiment... j'ai besoin de voir que l'extrême droite recule, mais pas l'extrême droite en soi, le parti, c'est vraiment l'idée de cette intolérance et cette haine, de me dire que ça recule, ce serait vraiment un signe incroyable pour moi. Et pourquoi, tu parles beaucoup d'engagement, tu analyses la politique, pourquoi t'as pas voulu faire de la politique ? Mais parce que je pense que je serais totalement incompétente pour faire de la politique. Et en plus, je ne détesterais ça, mais vraiment, c'est... Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais alors vraiment, ça me semble absurde. Je vois pas du tout. T'as une bonne éloquence, tu t'es passionné. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es passionné par des sujets politiques, la politique, société, c'est de la compromission en permanence. Et tu t'exposes beaucoup. Oui, mais la politique, c'est de la compromission en permanence. C'est-à-dire qu'on est obligé de composer avec un parti, avec les autres personnes de ce parti qui potentiellement font des trucs quand même compliqués, faire des alliances. Moi, je serais frustrée, quoi, vraiment en politique. Ensuite, je rajouterais qu'il y a une violence en politique que je ne pourrais pas tolérer. Tout simplement, j'aurais pas les épaules. Je pense que je m'effondrerais beaucoup trop rapidement parce que on va chercher, tous les coups sont permis. Hein. Déjà, moi, dans mon domaine, c'est pas simple. Mais alors, les politiques, c'est encore autre chose. Ils sont détestés déjà par la population et par les médias aussi. Enfin, vraiment, on va chercher le job étudiant qu'ils ont fait. Alors, parfois, ça a du sens et je dis pas qu'il faut pas faire ça du tout. Je dis juste que moi, je n'aurais pas envie que ce soit à ce point un sujet, ma vie personnelle, par exemple. Là, j'ai l'impression d'être... Après, ça dépend, j'imagine, aussi à quel niveau on fait de la politique. Oui. Parce que moi, j'envisage beaucoup quand je pense à la politique, je pense beaucoup aux députés et tout, mais il y a aussi tous les mandats locaux qui sont beaucoup moins violents, je pense aussi, et quoique. Mais même, il y a un truc quand je parle d'exposition et d'aller scruter la vie, je pense pas forcément aux médias. Je pense aux camps politiques adverses, à vraiment tous les coups sont permis. Enfin, et vraiment, on le voit, punaise, on le voit. Et tu regardes des affaires qui sortent, c'est des politiques qui trahissent d'autres politiques et qui les donnent aux journalistes, quoi. Il y a vraiment un truc, je trouve ça très, très, très violent, très, très dur, très ingrat. Je pense que je serais très malheureuse là-dedans et surtout que je serais pas bonne. Je tiendrais pas bien la pression. J'aurais du mal avec cette idée de compromission. Je pense que c'est ça que Et pourtant, je dis pas qu'il faut pas faire de compromis. C'est la base. Il faut. On en sait quelque chose vu la situation. C'est aussi la base d'arriver à trouver des compromis pour faire passer des lois, pour faire passer des choses qui changent la vie des gens. Mais on peut jamais. On doit vraiment accepter beaucoup de choses qui me plairaient pas du tout. Donc non, moi. Et puis vraiment, j'adore le journalisme. C'est que je me vois pas faire autre chose. Et je pense que c'est aussi une très bonne raison de faire du journalisme. C'est quand on ne se voit pas faire quoi que ce soit d'autre. Et que n'importe quel métier dans beaucoup de métiers passion, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire moi c'est une profession que j'ai fait gratuitement tellement j'adorais ça à côté de mes études, tellement je trouvais que c'était incroyable comme activité et j'adore aller rencontrer les gens, j'adore être dans cette position aussi d'observateur, pas d'observatrice, d'écrire les reportages, voilà. Donc je pense que je fais une meilleure journaliste que femme politique. Bon, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que les gens ne sont pas du tout d'accord, mais en tout cas, j'essaie. Et dernière question, c'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Question à 1 million, ça. C'est quoi pour moi avoir de l'impact ? Je pense que c'est réussir à changer quelque chose autour de soi qui ne nous concerne pas, peut-être. En tout cas, ce serait ma définition de l'impact que j'appelle de mes voeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de toujours se battre que pour soi. Mais essayer en tout cas de se battre, pas uniquement pour soi, je vais dire plutôt, c'est ça. De se battre pour quelque chose de collectif. Pour moi, c'est vraiment ça, avoir de l'impact. De réussir à changer quelque chose qui va avoir des conséquences sur le collectif. Sur ces belles paroles, merci beaucoup. Merci à toi pour m'avoir écouté dans cette conférence de 4h30. Cet épisode a été réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Il a été enregistré à la Maison de la Conversation à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de me quitter, je vous recommande un autre super podcast, c'est Oh My Planet, un podcast de l'ADEME qui vous emmène dans les coulisses de la transition écologique, je vous le recommande.